Salut à toi, ami humaniste. Tu es bien sur la chaîne du courant pour une écologie humaine et tu écoutes maintenant un podcast très spécial. C'est un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. On espère que toi aussi tu voudras te mettre à agir à ton échelle après avoir écouté ça. Aujourd'hui, notre invitée est Armelle Chapalin. Armelle est directrice d'une école post-bac, pas comme les autres. Il s'agit de l'ESPTA, l'école supérieure pour les talents atypiques. Alors, qui sont les étudiants de cette école unique en Europe ? Eh bien, les personnes autistes sans déficience intellectuelle. Pourquoi avoir fondé cette école ? Armelle nous raconte tout cela. Bonjour Armelle, merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous commencer tout simplement par vous présenter ? Alors, je m'appelle Armelle Chapalin. Je suis la directrice de l'école supérieure pour les talents atypiques. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'ai grand plaisir à travailler dans cette école qui a été créée par les autistes pour les autistes. Alors dites-nous, qui a fondé cette école et pourquoi ? L'origine de l'ESPTA, eh bien, c'est un projet familial puisque mon mari est informaticien et il souhaite postuler à une étude qui se déroule aux États-Unis. Et donc, par tous les biais modernes, il remplit plein de tests, il fait plein de choses. Et quand il reçoit les résultats, on lui dit ah bah écoutez, c'est formidable parce que vraiment vous avez toutes les compétences et en plus, cerise sur le gâteau, vous êtes autiste. Donc, vraiment, c'est exactement les profils qu'on recherche. Sauf que mon mari, qui a en gros 45 ans, n'est pas du tout au courant qu'il pourrait être autiste. Et s'ensuit donc un diagnostic, un burn-out, puisque en fait tous ces profils qui l'apprennent tard, revivent leur vie et recomprennent qu'il y a plein de moments où ils n'avaient pas les codes pour, vraiment comprendre ce qui se passait. Et une fois qu'il a eu digéré ça, il s'est dit: «Qu'est-ce que j'en fais de cette information? Comment je peux la transformer en quelque chose, de bien et d'utile?» Et comme il était professeur en grandes écoles à Paris, il a réalisé que pour ces profils-là, donc autistes sans déficience intellectuelle, il n'y avait pas d'école adaptée post-bac. Or, ces profils ne sont pas à l'aise naturellement dans des lieux classiques, d'études, que ce soit l'université, les grandes écoles, quand il y a beaucoup de monde, quand il y a des fortes lumières, quand il y a beaucoup d'exigences, de manière très rapide, c'est-à-dire, prendre des notes et écouter en même temps, enfin plein de choses. Et donc la convergence en fait de toutes ces informations a fait qu'il s'est dit: «Ben, on va le faire. On va essayer de rassembler, tout ce qu'il faut pour que les jeunes puissent être à l'aise et vraiment valoriser tous les talents qu'il y a dans leur forme d'intelligence. Alors aujourd'hui, nous sommes, sur un campus, un vrai campus universitaire à Cergy-Pontoise, entouré, de grandes écoles, qui est, très appréciable pour nos jeunes puisqu'ils peuvent, bénéficier vraiment de la vie d'étudiants et être au contact d'autres étudiants. On accueille une trentaine de jeunes pour le moment et nous avons 2 cursus en bachelor, informatique qui se décline avec plein d'options et puis un plus littéraire, communication, qui lui aussi se décline pour les métiers de l'écrit. Nous avons une classe prépa et nous préparons également les jeunes qui n'ont pas eu leur bac, en partenariat avec l'université, un diplôme qui s'appelle le DAEU. Votre école s'appelle donc l'ESPTA, l'école supérieure pour les talents atypiques. Qu'appelle-t-on un talent atypique exactement ? Alors, il faut savoir qu'on est, du verbe naître, neurotypique ou on est autiste. On ne devient pas et ce n'est pas une maladie d'être autiste. On est avec certaines connexions dans le cerveau ou pas. Les cerveaux autistes ont beaucoup plus de connexions que les cerveaux neurotypiques. Donc neurotypique, c'est une personne classique. Ce qui veut dire qu'ils ont un algorithme qui est en permanence en fonctionnement. On a l'habitude, pour montrer ce que ça représente, de comparer avec un GPS. Le GPS, vous pouvez lui demander de prendre que les autoroutes. C'est facile, voilà, vous avez la solution, pof, autoroute. Sauf qu'un cerveau autiste, lui, il va pas avoir que les autoroutes, il va avoir les départementales jusqu'au chemin forestier. Ce qui fait qu'en permanence, il va chercher une solution à la question que vous lui avez posée et c'est pourquoi ce sont des cerveaux qui réfléchissent beaucoup, qui, de ce fait, se fatiguent beaucoup. Cette multiplicité de, canaux dans le cerveau, fait que, il y a certaines parties qui sont un peu plus en manque de connexion et c'est là où on va retrouver tout ce qui est social. C'est pourquoi les profils autistes ont parfois des difficultés à comprendre les expressions sur le visage, à comprendre les sous-entendus. Ils sont souvent très cash, très sincères dans ce qu'ils vont dire, ce qui fait que, ils ont parfois, socialement des difficultés
Mais avec les connexions qu'ils ont, ils vont avoir des idées qu'un cerveau classique, dit neurotypique, n'aura pas. Et c'est pourquoi on les retrouve plus fréquemment dans les métiers de l'informatique, par exemple, parce qu'effectivement, ils vont avoir des raccourcis, des idées, des solutions, mais pas seulement, parce qu'ils ont aussi cette possibilité, quand ils lisent un texte, de repérer plus facilement là où il y a des fautes, parce que justement, leur algorithme tourne et fonctionne vraiment quasiment tout le temps. Quelles sont les caractéristiques des profils autistes? Les caractéristiques qu'on peut retrouver chez les profils, autistes, c'est souvent des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'être entourées, qui, sont même souvent plus à l'aise, seules ou avec des personnes qu'elles connaissent très bien, donc leur famille par exemple, et qui ne vont pas rechercher, les lieux où il y a de l'animation, où il y a du bruit, tous les contacts, sociaux, tous les événements conviviaux. S'ils ne sont pas, entourés de personnes qu'ils connaissent bien, ils n'en voient pas vraiment l'utilité. Et on va aussi retrouver des jeunes qui ou des personnes, plus âgées, qui vont se spécialiser dans des sujets qui vraiment les intéressent. Parce qu'ils ont une volonté d'aller dans les détails et de vraiment maîtriser un sujet. Ce qui fait que quand c'est un sujet pour lequel ils vont vraiment avoir une appétence, ils vont vouloir un peu tout connaître. On a par exemple des étudiants qui sont, vraiment férus d'histoire. J'ai des étudiants qui des fois sont en train de discuter entre eux du nombre de fantassins, qui pouvaient être à une bataille de la Renaissance entre les Français, les Italiens, les Suisses, voilà, et savoir comment ils étaient équipés. Et c'est vraiment très sérieux pour eux. Et ils ont vraiment raison, c'est-à-dire qu'ils sont des pointures à ce niveau-là, dans ce sujet, ils maîtrisent vraiment le sujet. Il y a vraiment ce souci d'être précis quand ils parlent, quand ils écrivent, ils emploient souvent un mot juste. Le souhait aussi d'aller jusqu'au bout de la mission qu'on a donnée. Parfois, on peut penser que c'est un cliché, mais on a beaucoup de jeunes, on doit leur apprendre que à ces 22 heures, 23 heures, il faut mettre une alarme, on va arrêter. C'est peut-être pas fini, mais on va arrêter parce qu'il faut aussi prendre soin de soi et qu'il y a un cycle de sommeil qui est important à respecter. Et puis cette grande fatigabilité qu'on retrouve, c'est-à-dire, une contrariété le matin, un retard du bus, quelque chose qui va faire que, la journée démarre pas comme on le souhaite. Ça attaque votre, batterie, on va dire. Ils vont commencer une journée en n'étant pas à 100 de leurs possibilités. L'un des enjeux importants de notre école, c'est aussi de leur apprendre pour leur vie professionnelle future. Si le matin, leur patron, leur équipe leur dit: «Ce soir pour 17 heures, il faudrait que j'ai ça et ça, que tu aies eu le temps de me le faire», comment je fais quand j'ai, une difficulté à vraiment avoir une journée de travail complète? Comment j'organise? Comment je m'organise en moi pour pouvoir réussir à préparer tout ça? Et Armel Chapalin, quels sont les besoins des personnes autistes auxquels votre école répond? Le SPTA a été lancé en 2020, hein, donc en plein Covid, une brillante, idée de la lancer à ce moment-là. Ce qui fait qu'en même temps, ça nous a permis de constater que tous les premiers cours étaient donnés en visio et qu'en fait, ce n'est pas une solution de ne pas avoir de contact humain. Alors nous avons des professeurs autistes, ce qui fait qu'ils comprennent et ils ont vécu également ce que les jeunes ont pu connaître au collège, au lycée. C'est une période qui a souvent été charnière parce qu'il y a eu des paroles malheureuses, il y a eu, des personnes qui ne connaissaient pas l'autisme, des personnes qui n'ont pas vu qu'ils étaient différents et que c'était de l'autisme, qui fait que nos jeunes sont parfois marqués par des expériences négatives ou sont dans la crainte que ça peut, recommencer. Il faut savoir qu'il y a que 3 des profils autistiques qui vont réussir à passer des diplômes, dans l'université classique. Les professeurs ont connu, cette période aussi, mais ont réussi à se faire un avenir professionnel. Et ça, c'est un vrai témoignage pour nos jeunes, parce que trop longtemps, ces publics-là, on ne les a pas considérés, on n'a pas pensé qu'ils étaient capables d'eux, on n'a pas pensé qu'ils avaient un talent à découvrir, à promouvoir, à valoriser, et ils ont très peu d'exemples de personnes avec leur forme d'intelligence qui ont réussi. Alors il y en a outre-Atlantique, mais c'est vrai qu'en Europe, on est très, très frileux à dire qu'on peut avoir cette forme d'intelligence. Qui peut postuler à l'ESPTA? Déjà, la chose qui est importante, c'est que nos jeunes aient le diagnostic, de l'autisme. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel ils vont évoluer est adapté au profil autistique, mais les cours aussi sont adaptés au profil autistique. On ne donne pas cours chez nous comme on peut donner à l'université, c'est-à-dire déjà un cours magistral chez nous, ça n'a pas lieu. On est en petit groupe de 5 avec le professeur. On a des jeunes qui très souvent ont suivi le mouvement. Même parfois en famille, j'ai des familles qui me disent: «On lui demandait pas son avis pour les vacances parce que d'office on l'emmène avec nous», donc voilà. Et de ce fait, j'ai des jeunes qui parfois n'ont pas l'habitude de prendre la parole, d'affirmer ce qu'ils pensent ou même de poser des questions. Et c'est pourquoi nos cours, doivent permettre aussi à ces profils de prendre la parole.
Parce qu'en entreprise, demain, ils seront en équipe. Il faudra prendre la parole. Et puis après, quand il prend donc contact avec nous, on va faire des tests aussi, des tests pour voir ses apprentissages, quel niveau il est, parce que nous accueillons des jeunes qui parfois sont restés plusieurs années dans leur chambre sans perspective, de diplôme ou professionnel. Ce qui fait que, bah, ils se sont vraiment centrés sur leurs intérêts spécifiques, là pour le coup, mais il n'y a pas eu d'autre chose. Donc il y a à rattraper certaines notions et puis il y a aussi, une chose importante qui est la maturité par rapport à l'autisme. On a des jeunes qui vont l'avoir appris au cours de leur lycée qu'ils sont autistes et là aussi, ils ont le droit de faire un burn-out comme les autres, c'est-à-dire de relire toute leur vie, familiale, scolaire en se disant: «Bah, c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai rien compris, que les autres, rigolaient et moi je j'étais pas à l'aise du tout», enfin voilà. Pour que l'on se fasse une meilleure idée du quotidien de votre école, pourriez-vous nous raconter à quoi ressemble une journée type à l'ESPTA? Une journée typique au sein de l'ESPTA, c'est une journée, qui commence souvent vers 9 heures. Donc les 3/4 de nos étudiants sont en colocation, dans une résidence étudiante toute proche. Alors la première chose qu'ils doivent faire, c'est mettre leur téléphone dans une boîte dédiée au téléphone portable et puis les cours, vont commencer. Alors il y a une sonnerie, donc pour les 45 minutes, puis un quart d'heure de pause. Les cours théoriques sont surtout le matin. Les professeurs, bah, passent du temps aussi avec les jeunes pendant les quarts d'heure de pause entre les cours. Le midi, ils ont la possibilité soit de manger à l'école en apportant quelque chose, soit d'aller au restaurant universitaire et l'après-midi, ce sont ce qu'on appelle les cours complémentaires. C'est un peu comme les options, pour le bac, c'est-à-dire c'est des cours qui sont pas du tout obligatoires, ils choisissent ce qu'ils veulent. Ils peuvent même nous proposer des cours. Par exemple, il y a un cours de théâtre mais ils nous ont demandé d'avoir des cours d'impro. Ils sont vraiment doués, ils aiment beaucoup ça. On a aussi beaucoup, détaillé les cours qu'on appelle de savoir social qui leur permettent de mieux comprendre les neurotypiques. Pourquoi je parle avec les mains, quelles sont les expressions, à quoi sert la machine à café en entreprise, enfin voilà, toutes ces choses-là. Gérer leur fatigabilité aussi et puis des cours de communication, professionnelle pour savoir, bah, comment ça se passe les écrits, en entreprise et après, bah, les jeunes en fait sont souvent libres vers 3 heures. Combien est-ce que ça coûte une année au sein de l'ESPTA? Bah, forcément, il y a des frais d'inscription. Enfin, il y a une année scolaire, classique. On est entre 4 500 et 6 500 par an, en sachant qu'on a vraiment veillé à ce que ce ne soit une dépense qui puisse être, la plus maîtrisée possible et pour ça, bon, on a des partenaires. On a, le département du Val d'Oise qui nous a beaucoup aidés, la région Île-de-France aussi nous a aidés et puis on a des fondations d'entreprises ou des entreprises elles-mêmes qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui clairement, suivent la scolarité de nos jeunes, voire certains jeunes qui vont accueillir en stage, puis réaccueillir avec un objectif de recrutement. Ça peut être, tout à fait, affirmé. Alors, est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons au sein de l'école supérieure pour les talents atypiques? Nous avons plus de garçons que de filles, mais nous en avons quand même des jeunes filles. Parce qu'on le sait, les jeunes filles, elles arrivent à dissimuler, à cacher plus que les garçons, leurs traits autistiques. Ce qui fait que, bah, il y a certaines familles où on n'a pas vu, on n'a pas pensé que, on s'est pas rendu compte. Le diagnostic reste aussi plus compliqué. De nombreux psychologues, nous disent que les diagnostics ont été conçus pour des hommes, pour des garçons et de ce fait, bah, les questionnaires sont pas toujours très adaptés aux jeunes filles. Ça fait du bien d'avoir ces jeunes filles. Elles ont une autre approche forcément. Elles ont souvent, des attentes très précises. Là, par contre, chez les jeunes filles, on sent qu'elles ont bien compris que du travail, pouvait découler une vie après et elles sont souvent avec, déjà beaucoup d'appréhension et d'exigence aussi pour, bah, travailler et puis, être autonome, être indépendante. Avez-vous quelques belles histoires à nous raconter sur le parcours de certains de vos étudiants? Parmi nos étudiants, on a eu déjà des belles histoires. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand je les rencontre, ce sont souvent des petites fleurs, mais des petites fleurs, avec, toutes penchées, avec, la fleur qui est vraiment, pliée. Nous avons eu une jeune fille, en particulier qui avait passé, 4 ou 5 ans dans sa chambre, mais vraiment dans sa chambre. Quand on avait rencontré sa famille, ils nous disaient: «Bah, ça va être compliqué parce que, elle a pas beaucoup de relations sociales, elle en demande pas, donc là, faut reprendre un rythme, il y a des cours, ça va être compliqué et puis les choses se sont faites au fur et à mesure. Ça voulait dire, découvrir ce que c'est d'avoir des amis. On a des jeunes qui très souvent ont pas eu d'amis sincères. Ils avaient des camarades parce que peut-être ils étaient très doués en maths, par exemple et donc on allait le voir pour, avoir la feuille avec les réponses, hein, mais c'était pas vraiment de l'amitié sincère. Enfin, c'était compliqué pour plusieurs et ils l'expriment souvent quand je les rencontre.
le fait d'avoir des amis, c'est une impatience et puis un enjeu aussi, parce qu'ils se rendent pas toujours compte si ça va être possible. Donc il y avait vraiment reprendre un rythme de cours, se laisser, faire pour avoir des amis, c'est-à-dire, pas remettre une carapace de: «Moi, je suis différent et tout le monde me le dit, donc j'ai pas envie de nouer des relations amicales». Et puis, l'exigence du travail, c'est-à-dire qu'au-delà d'assister à des cours, bah, il y a aussi du travail qui est demandé et je leur dis aussi, je n'anime pas un centre de loisirs, c'est quand même une école, on prend un engagement avec eux, avec leurs parents et donc c'est une jeune fille, bah, au fur et à mesure, vraiment s'est ouverte, vraiment s'est mis au travail, a apprécié, a eu des amis, a été en colocation 2 ans avant d'être prête pour, rentrer dans la filière du DAU et ben elle l'a décroché avec mention bien. Je me souviens de ma discussion avec ses parents, où son papa me dit, «On revient de loin». Mais nous, on était vraiment ravis parce qu'on sentait bien que, vous voyez, la petite fleur, elle s'était parfaitement épanouie. Elle s'était redressée, elle était parfaitement épanouie. Donc ça, c'était vraiment, un beau résultat et on a un jeune qui était plus âgé justement, qui lui avait, une petite trentaine. Il avait du mal à trouver, quelle était la filière qui lui correspondait. Mais quand il était en cours de graphisme, son professeur nous disait: «J'ai jamais vu ça, il voit naturellement en 3D». Vraiment le prof était épaté et puis à un moment, il nous a dit: «Bon, ouais, ça suffit pas, j'aime pas être enfermé, j'ai envie de faire du jardinage» et en fait, il est parti faire du jardinage, mais chez un paysagiste et ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il fait en 3D tous les projets de jardin pour son patron. Voilà, ce qu'il a pris chez nous, ça lui a permis, bah, d'avoir un métier qu'il aime, en fait, parce qu'il était très à l'aise à faire ça, mais il avait jamais pensé à la déclinaison jardin et puis, on a aussi des exemples avec, les entreprises, qui sont devenues au fur et à mesure partenaires de l'école, avec un vrai souhait d'embaucher nos jeunes. Souvent, c'est des entreprises, des grands groupes. Donc, elles ont vu et souvent de l'autre côté de l'Atlantique, que cette forme d'intelligence, on la met pas de côté. Au contraire, on les met autour de la table et on travaille ensemble. Et donc pour inventer des projets innovants, plus ambitieux, des solutions qu'on n'avait pas avant, de nouvelles idées, ils veulent avoir cette intelligence chez eux. Et ils sont venus chez nous en disant: «Bah, vous les avez, on va en suivre plusieurs» et puis au fur et à mesure, ben, ils s'intègrent dans l'entreprise, ils reviennent plusieurs fois par an avec des vrais projets. Dernièrement, ben, un de nos jeunes, bah, ce qu'il a développé à son initiative, il y avait plus de 50 personnes, qui utilisaient ce logiciel. Il était tout surpris. Par ces événements-là, ils se rendent compte que ce qu'ils font, c'est utile. C'est ce qu'ils font, eux, qui est recherché. Et comment est-ce que ça se passe quand vos étudiants vont en entreprise? Aujourd'hui, nos jeunes à l'ESPTA ont 2 périodes de stage dans l'année, en janvier et puis en gros de mai à juillet. Ce sont des périodes en fait de découverte pour tout le monde. Pourquoi? Parce que alors nos jeunes ont été très peu en entreprise et puis les entreprises ont très rarement accueilli des profils autistiques. Ce qui fait qu'au début, on va avoir des jeunes un peu craintifs et des équipes qui vont accueillir les jeunes en se posant des questions. Alors nous, on rencontre souvent les équipes qui vont les accueillir quand elles nous disent qu'elles ne connaissent pas du tout l'autisme, par exemple. Parce que faut pas oublier que souvent, ce sont des dirigeants qui vont dire oui, mais l'équipe, elle connaît pas forcément. Donc il y a des petits ajustements. Alors on les rencontre, on fait des visios, enfin il y a plein de supports qui peuvent exister en fonction de leur nombre, de leurs besoins, du temps qu'elles peuvent dédier. Et on va leur expliquer, un peu le quotidien avec notre jeune, que notre jeune au début, enfin, il va peut-être jamais leur serrer la main parce qu'il aime pas le contact, physique. Il va avoir progressivement, la possibilité de les regarder ou certains vont le faire tout de suite, mais pour d'autres, ça va prendre un peu plus de temps. Et puis il y a toujours ce manque de confiance en eux qui arrive quand ils sont dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Et bien sûr, cet environnement, quand, il est inconnu, va aussi générer, des inquiétudes qui vont pouvoir atteindre leur batterie. Donc nous, on travaille avec l'équipe pour l'environnement de travail du jeune. Je sais qu'il y a des équipes qui étaient en open space, on leur a demandé de mettre, les téléphones en silencieux ou ils l'ont gardé après que le jeune soit parti. Parce qu'ils ont tous apprécié ces moments plus calmes, en fait. C'était plus agréable pour eux pour travailler. Alors les retours que l'on a, alors pour nos jeunes, c'est vraiment super à chaque fois. Et donc l'équipe, eh ben, elle est, agréablement surprise et puis elle s'est enrichie aussi de ce que le jeune a pu, partager avec eux sur ce que c'est d'être autiste ou ne serait-ce que sur leur quotidien ou leur manière de voir et puis ils vont tester en travaillant avec lui que, bah, ça peut être sympa aussi parce qu'effectivement, quand il y a des idées auxquelles personne n'a jamais pensé avant, on se dit: «Ah ouais, pourquoi j'y ai jamais pensé?» Selon vous, Armel Chapalin, qu'est-ce que ces talents atypiques apportent à notre monde?
Je suis persuadée que les talents atypiques sont importants pour notre monde parce qu'ils apportent une réflexion, des idées, une sensibilité, une culture aussi, qui est nouvelle, si on veut bien l'écouter, et qui enrichit tout ce que le monde neurotypique a construit, j'ai envie de dire depuis 2000 ans. On lit, régulièrement des études, on se renseigne évidemment pour, toujours, être au fait de ce qui se dit et des découvertes qui peuvent être faites, concernant l'autisme. Et l'autisme, ça existait déjà au temps des hommes préhistoriques. Il y avait déjà ces 2 formes d'intelligence. Or, on est aujourd'hui, en 2025 et on en est à se demander ce que cette forme d'intelligence peut nous apporter. Alors que quand on regarde l'histoire, tous les grands «génies» entre guillemets, on nous dit aujourd'hui que si on détaille bien leur psychologie, leur manière de faire, bah, ce sont des autistes. Michel-Ange, Léonard de Vinci, Einstein, il y en a plein si on regarde. Mais en Europe, on est frileux. C'est-à-dire que c'est pas toujours quelque chose auquel on se réfère, c'est pas quelque chose qu'on mentionne. On nous dit qu'il y a 2 millions de personnes autistes, en France, par exemple. Il faut savoir qu'à peu près 90 sont, sans déficience intellectuelle, donc c'est quand même la grosse majorité. Donc ils sont où ce 1,8 000 ou enfin, ils sont quelque part. Nous, on est persuadés qu'avec cette forme d'intelligence au sein de nous, mais reconnue, valorisée, on peut vraiment aller vers un monde meilleur. Chaque fois que quelqu'un de connu va dire: «Je suis autiste», c'est pour expliquer qu'il en est arrivé là, qu'il a réussi à faire tout ça parce que sa forme d'intelligence lui a permis de le faire. Autiste ne veut pas dire génie non plus, mais c'est vrai que dans certains points, et c'est ce que je leur dis à mes étudiants, dans certains domaines, pour certaines questions, bah oui, vous allez épater les gens. On gagne plus à être, intelligents ensemble. Et vraiment, je suis persuadée que cette génération, elle peut et elle va changer les choses parce qu'elle ne sera pas mise de côté, parce qu'elle va pouvoir éclore, parce qu'elle va être recherchée pour ce qu'elle est. Armelle Chapalin, avez-vous un dernier message pour les personnes qui nous écoutent? J'aimerais dire à toutes les personnes, si elles ne sont pas autistes, qu'elles s'intéressent à l'autisme et pas comme une différence regrettable, mais au contraire, comme quelque chose qui peut être un plus, parce qu'on s'enrichit naturellement avec des personnes autistes. Et à toutes les personnes autistes, en particulier sans déficience intellectuelle, qu'elles peuvent relever la tête, être fières de qui elles sont et qu'elles ont quelque chose à apporter au monde. Merci beaucoup Armelle Chapalin de nous rappeler qu'il s'agit toujours d'assumer ces différences et que c'est souvent grâce à elles que l'on peut enrichir le monde, voire carrément le rendre plus humain. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu. À très bientôt.